Nous allons faire la synthèse des présentations de cette journée. Je tiens à vous dire que vous pouvez nous écrire au secrétariat de l'USP 2030 si vous souhaitez rejoindre cette initiative. Nous allons commencer. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis ravie de cette réunion. Il y a 5 ans, une telle initiative aurait été impensable. Alors, je suis vraiment ravie de vous souhaiter la bienvenue. Je suis vraiment ravie que cette initiative voit le jour. Que s'est-il passé aujourd'hui? Qu'avons-nous dit? Nous nous sommes engagés vis-à-vis de la protection sociale universelle au terme des ODD. Les pays conviennent de mettre en place au niveau national des systèmes de protection sociale avec des socles et d'ici 2030 d'arriver à une couverture importante des plus pauvres et des plus vulnérables. Vous savez que c'est à l'Assemblée générale des Nations unies en 2016 que le partenariat a été lancé et depuis, il s'est étoffé. Mais tout n'a pas commencé en 2015 ou en 2016. Cela fait plus de 100 ans que l'on travaille sur cette question. Vous êtes à l'OIT qui célèbre son anniversaire cette année, 100 années d'existence. Depuis le début, l'OIT essaie de viser cette universalité de la protection sociale. Sur ces cartes, vous voyez la première, 1900. Nous n'avions pas de régime de sécurité sociale. Et puis, au fur et à mesure, de plus en plus de pays ont adopté des régimes de protection sociale. Dernière carte, 2015. Vous voyez que le tableau est plus prometteur. Il nous incombe de faire en sorte que la carte soit toute colorée pour que cette protection sociale devienne universelle. De nombreux pays ont déjà fait ce travail, Argentine, Bolivie, Asie, Amérique latine, Chine, Timor-Leste, mais aussi un grand nombre de pays d'Afrique subsaharienne, Cap-Vert, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, pour n'en mentionner que quelques-uns, Tanzanie, Zanzibar. Et nous avons des partenaires du développement qui nous rejoignent. Nous l'avons constaté aujourd'hui même. Nous avons un site web dédié, www.usp2030.org. Vous voudrez peut-être vous y rendre pour en apprendre davantage sur l'universalité et pour rejoindre cette initiative. Si vous nous rejoignez, cela veut dire que vous couvrez tout le monde, depuis le berceau jusqu'à la tombe. Ce sont des systèmes, on l'a vu ce matin, qui prévoient des prestations pour la maternité, pour le jeune enfant, pour l'invalidité, que l'on soit pauvre ou non. C'est pour tous. L'universalité, cela veut dire que c'est pour tous. Nous avons de nombreuses manières d'avoir l'universalité. Parfois, l'universalité est accordée tout de suite ou alors plus progressivement. Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Il est bon d'aller vers l'universalité de la protection sociale parce que cela aura de bonnes répercussions, ça permet d'accroître la productivité, de réduire les inégalités, de promouvoir la paix, la cohésion sociale. On l'a dit à plusieurs reprises tout au long de la journée. Comment peut-on procéder? Normalement, on convoque un dialogue national en invitant toutes les parties prenantes et en recensant les lacunes du système de protection sociale. Ensuite, l'on conçoit des régimes de protection sociale, par répartition ou pas, et ensuite
On en calcule les coûts. On choisit la manière d'aborder la question. On traite des ressources financières et humaines avec le ministère des Finances et ensuite on travaille avec les employeurs, les travailleurs et tous les autres pour savoir comment installer cette universalité. Évidemment, le problème, c'est souvent le financement. Est-ce que c'est abordable? Eh bien, oui, dans la plupart des pays en développement, c'est abordable. Nous avons des prévisions qui ont été faites sur le socle de protection sociale, entre 1 et 9% du PIB. Mais évidemment, les pays à faible revenu devront procéder pas à pas. Pour le financement, l'important, c'est l'espace pour ce type de politique. On l'a vu avec les institutions financières internationales. Il faut accroître le budget de l'État pour permettre l'existence de ces régimes universels. On nous a donné des exemples de réaffectation des dépenses publiques, par exemple les subventions à l'énergie ou alors l'élargissement de l'assiette fiscale. On veut aussi aider les PMA. On veut restructurer la dette parfois ou on exploite certaines réserves de taux de change. Il y a plusieurs possibilités. Et nous lançons cet appel à l'action. Ma collègue Anouche de la banque va prendre le relais. Bonjour à tous, Anouche Benjamin de la Banque mondiale. Je suis désolée, vous ne voyez pas ma pancarte. Nous sommes partenaires de cette initiative depuis de nombreuses années et nous sommes ravis d'être ici parce que là, c'est le point d'orgue, cette conférence. Le partenariat s'étend depuis 2015. Nous avons lancé un appel à l'action. Vous le voyez à l'écran, il y a de nombreux logos. Commission européenne, UNICEF, Agence de coopération allemande, OCDE, Agence pour le socle de protection sociale, la FAO, la France, Expertise France. Nous avons de nombreux partenaires au sein de ce partenariat et nous vous exhortons à aller plus loin pour que le partenariat soit encore plus mondial. Il nous faut aussi des partenaires qui sont au sein des pays. Bref, vous êtes tous les bienvenus. L'important, c'est aussi de faire connaître les résultats de cette conférence. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises par des entités ou par des gouvernements? Nous rappelons le programme à l'horizon 2030. Les gouvernements, les organisations internationales se sont engagées à étendre la couverture de protection sociale et à l'étendre à tous. La première mesure vise à protéger la personne tout au long de sa vie. Il faut que la protection sociale universelle soit assurée. Évidemment, il y a plusieurs types de protection, assurance, assistance et j'en passe. Mais il faut aussi que ce soit consacré par la législation. Et puis, la couverture, ce dont nous parlions aujourd'hui. On l'a dit, le taux de couverture est relativement faible. Alors maintenant, il faut accélérer la cadence, il faut avoir accès à la protection sociale, mais il faut que cette protection soit inclusive et que personne ne soit laissé sur le bas-côté. Et puis l'appropriation du programme par les pays. Il faut des stratégies nationales
Et il faut que des mesures soient prévues au niveau national. On l'a dit tout à l'heure, le financement, c'est important. Le financement doit être équitable, c'est essentiel si les régimes de protection sociale doivent être pérennes. Il faut donc un financement national, on l'a dit, un financement national qui complète le financement international, le cas échéant. Il faut aussi la participation de tous les partenaires, le dialogue social. Il faut que les organisations pertinentes soient bien représentées, les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs, les organisations de la société civile. Donc, je le répète, c'est un processus inclusif. Donc, 5 mesures, vous les voyez à l'écran, vous les retrouvez dans le jeu de documents. Nous vous lançons donc un appel à tous pour que vous adhériez à ce partenariat et que vous engagiez en faveur de ces actions. J'ai voulu vous dire comment procéder. Tout d'abord, nous accueillons très volontiers tous les partenaires qui voudraient nous rejoindre pour soutenir cette vision objective. Mais nous vous invitons également à apporter une contribution au partenariat par le biais de diverses activités, notamment la mise en œuvre dans les pays, mais aussi au niveau international, en jouant un rôle de plaidoyer par exemple. En tant que membres, nous pouvons tous tirer parti du partenariat en y adhérant, car nous voyons qu'il y a un réseau mondial bien défini d'acteurs qui apportent leurs connaissances et leur expérience en matière de protection sociale universelle et qui ensemble se sont engagés à atteindre l'ODD 1.3 grâce à un échange d'expériences entre pays ainsi qu'au niveau international. Alors, comment nous rejoindre? Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sur le site www.usp2030.org, mais vous pouvez également vous mettre en contact avec le comité directeur provisoire, secrétariat @usp2030.org. Si vous ramassez le document pertinent, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Nous voulions également mentionner inviter quelques partenaires du réseau à nous parler de leur contribution. Nous avons tout d'abord Madame Armanda Berta dos Santos du ministère de la Solidarité sociale et de l'inclusion de Timor-Leste. Madame, vous avez la parole. Excellencies, distinguished members. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du panel, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de prendre part à cette conférence de haut niveau. Je suis très heureuse de pouvoir dire que mon pays, le Timor-Leste, fait partie d'un groupe de pays considérés comme jouant un rôle de pionnier en matière de protection sociale universelle. Notre pays est ici aujourd'hui pour vous livrer son expérience et présenter quelques bonnes pratiques. Nous sommes convaincus de la nécessité d'un système de protection sociale solide et universel. C'est ce qui a amené mon pays à mettre en œuvre un système de protection sociale à Timor-Leste.
un système de protection sociale est prioritaire pour notre pays. Notre constitution dispose que chaque citoyen a droit à une protection sociale. Néanmoins, il y a encore beaucoup de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et l'État doit donc proposer des solutions pour surmonter la pauvreté, pour rendre ces personnes moins vulnérables. Au cours des années qui ont suivi l'indépendance, le gouvernement a déployé des initiatives en matière de protection sociale. Et apporte depuis 1999 un soutien à ceux qui sont dans le besoin. Le régime de protection sociale à Timor-Leste repose sur 26 politiques et programmes mis en œuvre par 6 ministères. Éducation, justice, santé, anciens combattants, solidarité sociale et inclusion, formation professionnelle et emploi. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon gouvernement a mis en œuvre les programmes de protection sociale suivants. Une pension de vieillesse pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées de plus de 60 ans. Chaque année, le gouvernement affecte à ces programmes un budget de 58 millions de dollars des États-Unis. Il y a également des subventions en faveur des anciens combattants et des combattants de la liberté, avec un budget de 111 millions de dollars des États-Unis par an. Il y a également des prestations de maternité pour les femmes pauvres avec un budget de 8 millions de dollars par an. Le régime de sécurité sociale a été mis en place par le gouvernement en 2016 afin de protéger les travailleurs. Les employeurs cotisent concurrence de 6%. À Timor-Leste, tous les citoyens ont accès à de nombreux services. Nous avons notamment un système d'aide aux communautés
visant à apporter des soins de santé essentiels aux communautés. Notamment dans les villages. Pour étendre le réseau de soins de santé, nous avons un programme de visite médicale, de distribution de médicaments et de compléments alimentaires. Ces services rencontrent les patients et obtiennent des renseignements sur les membres de la famille des patients. Timor-Leste apporte un soutien financier à chaque citoyen qui a besoin d'un traitement médical à l'étranger. Pour ce qui est des enfants, les enfants sont vulnérables dans toutes les sociétés. Et mon pays s'est engagé à assurer des programmes d'immunisation, à combattre la malnutrition, à protéger les enfants de la violence et à promouvoir l'éducation civique à l'école primaire. Et dans les écoles primaires, le petit déjeuner et un déjeuner sont assurés à tous les enfants. Et je voudrais, pour terminer, remercier l'Organisation internationale du travail d'avoir organisé cette réunion et remercier USP 2030 de m'avoir donné l'occasion d'y participer. J'espère que l'expérience de mon pays pourra être une source d'inspiration pour d'autres pays, ce qui est d'atteindre une protection sociale universelle. Merci. Thank you, Your Merci, Excellence. Nous sommes très heureux d'accueillir Timor-Leste au sein du partenariat 2030, USPS 2030. Merci beaucoup. Our next partner is... Le partenaire suivant est Mme Marina Erola de la Finlande. Merci beaucoup. Je voudrais reprendre le thème du centenaire qui a déjà été évoqué. Et nous allons beaucoup entendre parler d'exemples concrets et réussis de systèmes de protection sociale. Et je voudrais vous raconter l'histoire de la Finlande qui a obtenu son indépendance il y a 100 ans. Et c'est donc quelque chose que nous avons examiné très en détail. Nous sommes tous parfaitement conscients du fait que nous avons chacun notre propre histoire et que nous avons choisi des voies diverses les uns et les autres. Mais il y a néanmoins un dénominateur commun, à savoir le principe des droits de l'homme pour ce qui est de la protection sociale. Aucun modèle ne peut être copié, reproduit, appliqué ailleurs, mais je voudrais vous raconter l'histoire de la Finlande qui garde toute sa pertinence, à mon avis, quand on réfléchit aux solutions possibles. Donc la Finlande est un pays prospère qui est en tête de nombreux classements internationaux
Nous sommes la population la plus heureuse, semble-t-il. Pourtant, quand on raconte ça en finlandais, ils trouvent toujours de quoi se plaindre. C'est le meilleur pays pour la maternité. C'est un pays qui est compétitif et innovant. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En 1917, date à laquelle la Finlande a obtenu son indépendance, nous étions un des pays les plus pauvres d'Europe. Et un an seulement après l'indépendance, nous avons eu une guerre civile atroce entre les nantis et les démunis, les propriétaires terriens et les plus pauvres. Donc ce n'était pas un point de départ idéal pour commencer à mettre en place un système de protection sociale. Alors, comment s'est présentée cette voie que nous avons suivie? 3 mesures cruciales ont été prises au lendemain de la guerre civile. D'abord, école primaire universelle gratuite, système de pension universel et prestations universelle pour les enfants. Donc il y avait des enfants de deux parties au conflit qui allaient à la même école, qui prenaient leur repas ensemble, puisque nous avons également mis en œuvre un repas scolaire gratuit, universel. Et ensuite il y a eu la Baby Box, dont vous avez certainement entendu parler, qui a beaucoup contribué à la baisse de la mortalité infantile. Il s'agit d'un transfert qui est une espèce qui est lié au contrôle prénataux et postnataux. Donc, autrement dit, ça permet de faire en sorte que les bébés soient connus du système même avant leur naissance. Tout ceci existe depuis un siècle. Alors, on a des principes à retenir. Un pays n'a pas besoin d'être riche pour commencer. Ce n'était pas notre cas. Et cela peut devenir un moteur de prospérité qu'un système de protection sociale. Deuxièmement, la protection sociale améliore l'intégration sociale. On l'a dit à maintes reprises ici aujourd'hui, les instruments de protection sociale sont souvent devenus des dividendes de la paix. Nous en connaissons l'impact sur la stabilité et la cohésion sociale. Troisièmement, un bon système de protection sociale peut contribuer à réduire les inégalités et la pauvreté, et donc encourager le développement durable. Quatrièmement, cela a également des incidences sur les problèmes d'égalité, protection de la maternité, des pensions, incorporant des notions d'égalité, les transferts en faveur des enfants sont d'une importance cruciale. Voyons que ce sont surtout les filles qui bénéficient de la baisse de la mortalité infantile. Nous avons tiré beaucoup, nous avons appris beaucoup de choses intéressantes sur les systèmes de protection sociale d'Asie et d'Afrique. Et l'Institut de la Finlande a travaillé étroitement de concert avec des partenaires dans des pays d'Asie et d'Afrique, notamment dans le contexte de l'Union européenne. Et nous savons qu'il est important de renforcer les capacités nationales en matière de protection sociale. La conclusion, c'est que les politiques sociales et les systèmes de protection sociale peuvent être considérés comme des dépenses à court terme, mais à plus long terme, ce sont des investissements très rentables à bien des égards. Et pourtant, la protection sociale est un instrument sous-utilisé pour le développement jusqu'à présent. Je voudrais donc, pour conclure, souhaiter la bienvenue aux nouveaux partenaires qui voudront rejoindre le partenariat USP 2030 en tant qu'engagement, en tant que voie partagée. Car si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera quand? Nous voyons que le monde connaît une évolution si rapide, nous voyons toute l'imprévisibilité qu'entraîne le changement climatique, la fragilité va croissant, il y a toutes les perturbations qui viennent dans le sillage de la technologie, et c'est justement cette époque qui a besoin d'un système qui garantisse une protection sociale de base pour que nous puissions nous adapter à cette nouvelle situation de manière à promouvoir le bien-être de tous. Merci. Thank you, April, for... Merci beaucoup de nous avoir raconté le parcours de la Finlande
en matière de protection sociale. C'est une véritable source d'inspiration et nous sommes très heureux de pouvoir vous compter parmi nos partenaires dans cette démarche. Je voudrais donner la parole à M. Pongki Soumadi, ministre adjoint de la population du travail de l'Indonésie. Merci beaucoup. L'histoire de notre pays en matière de protection sociale ne ressemble guère à celle de la Finlande. Nous n'avons commencé qu'en 2005. En écoutant les parcours du Sénégal, de la Namibie, même de la Bulgarie, j'ai retrouvé un certain nombre de choses que nous avons nous aussi connues. Et en 2005, nous avions environ 45 programmes d'assistance sociale, 8 programmes de sécurité sociale différents, et nous avons essayé de les fusionner, de les consolider pour n'en avoir plus que quelques-uns de programmes qui existent à l'échelle nationale. Par le passé, il s'agissait de programmes à faible couverture, qui étaient sous-financés et inefficaces. Et il nous a donc fallu comprendre comment au mieux les fusionner et les financer. Voici ce que nous avons à l'heure actuelle. Nous n'avons que 14 programmes de protection sociale. Nous avons 4 piliers, programme de soutien économique, programme de soutien économique, programme de services de base pour différents groupes, un programme de services de base qui porte électricité, logement, assainissement, un programme de sécurité sociale qui se rapporte aux assurances sociales liées au travail et un programme d'assistance sociale. Et ce que nous avons appris jusqu'à présent, c'est que la couverture d'une protection sociale fait partie d'une grande réalisation en Indonésie, puisque notre taux de chômage a beaucoup baissé. L'année dernière, nous avons créé presque 3 millions d'emplois. Le taux de pauvreté est à moins de 10%, 9,66%, alors que lors de la crise financière asiatique, notre taux de pauvreté était de 26%. Ensuite, le ratio Gini n'est plus que de 0,384. C'est quelque chose de très sensible pour le Parlement, raison pour laquelle nous avons un chiffre aussi détaillé. Le Parlement voudrait savoir si nous avons fait des progrès ou non. Nous sommes en train de devenir un pays à revenus moyens, mais nous devons améliorer la situation de l'emploi et des services sociaux. Les travailleurs de l'économie informelle restent néanmoins nombreux. Il s'agit donc de savoir comment donner accès aux groupes à faible revenu à la protection sociale. Il y a environ 104 millions de personnes qui sont concernées. Nous voudrions pouvoir leur donner accès aux informations sur l'emploi, les aider à trouver de meilleurs emplois, du travail décent, et également avoir accès aux assurances sociales. Nous voudrions aussi pouvoir améliorer la formation de la population active, et notamment à l'entrepreneuriat. Voilà les principaux axes de notre système de protection sociale à l'heure actuelle, et ce que nous prévoyons de faire au cours des 5 années à venir, sachant qu'un nouveau gouvernement entrera en fonction en avril, c'est améliorer les capacités des autorités locales en matière de protection sociale, raison pour laquelle nous voulons renforcer les institutions en matière de planification, de budgétisation, de suivi et d'évaluation. Nous voudrions également promouvoir des services à guichet unique, promouvoir l'intégration de données, la résolution de contentieux, proposer différents services. Nous sommes très exposés aux catastrophes naturelles et nous pensons que la protection sociale pourrait être un outil utile dans ce contexte. Nous voudrions également accroître la couverture des personnes ayant un handicap et améliorer d'une manière générale les prestations de sécurité sociale.
En ce qui concerne le partenariat USP 2030 et les ODD, nous sommes arrivés en 2018 à près de 78,7% pour les participants au régime d'assurance santé. Nous voudrions arriver à 90%. Pour ce qui est des assurances travail, là aussi nous voudrions également accroître le pourcentage qui est de 24% pour la protection sociale. Le pourcentage du budget est de 13,7%. Nous voudrions augmenter ce chiffre. Dans le cadre des ODD, nous voudrions assurer une protection sociale à tous, améliorer les politiques budgétaires, améliorer le système de couverture fiscale, créer de nouvelles incitations liées au développement de programmes de sécurité sociale, également améliorer la gestion des salaires au niveau régional, et puis nous devons améliorer la gouvernance de nos programmes pour essayer de couvrir les travailleurs informels, réduire les inefficacités dans la mise en œuvre, avoir de meilleurs mécanismes de ciblage, de meilleures bases de données, entre autres. Et je suis très heureux d'avoir adhéré à ce partenariat pour la protection sociale universelle, car j'ai beaucoup appris dans la conférence d'aujourd'hui, et à Mexico, j'apprendrai certainement aussi beaucoup de choses. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité à cette conférence. Je suis très heureux de travailler avec vous pour que l'Indonésie puisse atteindre les objectifs USP 2030. Merci. Thank you very much for Merci beaucoup de nous avoir présenté les mesures concrètes que l'Indonésie prévoit de prendre pour atteindre les objectifs de couverture de protection sociale pour toute la population indonésienne d'ici à 2030. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre Madame Miranda, ambassadeur du Cap-Vert. Merci beaucoup d'être là. Vous avez la parole, Madame. Thank you, Madam Chair. Excellencies, Madame. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Permettez-moi d'emblée de remercier l'OIT d'avoir organisé cette conférence. Au nom du gouvernement de Cabo Verde et au nom surtout du ministre de la Santé et de la Protection sociale qui n'a pas pu se libérer pour venir ici aujourd'hui. C'est un très grand honneur, mais c'est également une grande responsabilité que de participer à cette séance de clôture pour vous livrer l'expérience et la vision de Cabo Verde. On va essayer de vous montrer en quoi cette expérience est parfaitement alignée sur le programme USP 2030, même si elle remonte à beaucoup plus loin. C'est ce que nous allons essayer de vous présenter. Vous me permettrez également de passer au français parce que mon intervention a été rédigée en français, malheureusement. Not for the French, but for... Thank you. Cabo Verde, petit pays archipélagique africain situé dans l'océan Atlantique avec un peu plus d'un demi-million d'habitants, indépendant et démocratique il y a 44 ans à peine, Cabo Verde a toujours cru en la sécurité sociale. En fait, le droit à la sécurité sociale est inscrit dans notre Constitution. Si en 1982, moins de 7 ans après l'indépendance, on a pu créer un système d'assurance sociale qui avait déjà prévu l'extension progressive de la protection à tous les travailleurs, en 2001, on a mis en place les bases du système de protection sociale complet et holistique qui contemple prestations contributives, prestations non contributives, services et autres, un système qui met le citoyen et son cycle de vie au centre des politiques.
En effet, un système qui envisage la protection sociale universelle. Le chemin est long et les défis et contraintes sont constants. Mais dans une logique progressive et de continuité, on a pu construire un système qui offre toujours plus de protection aux citoyens. Comme exemple de mesures plus récentes, j'aimerais citer la mise en œuvre de l'assurance chômage, la seule branche qui manquait pour couvrir les 9 prévus pour l'assurance sociale. L'implémentation du régime de revenu minimum d'inclusion. L'attribution d'un complément de pension aux Cap-Verdiens de la diaspora en situation de grande vulnérabilité dans quelques pays. L'adoption d'un plan national de services et de soins. L'augmentation des pensions sociales pour les personnes âgées en 20% et l'élargissement du nombre de bénéficiaires. Et finalement, l'augmentation du plafond de coparticipation pour l'achat des médicaments en 50%. Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Cabo-Verde est engagé dans l'agenda 2030 pour le développement durable. Les principaux instruments de gouvernance, à savoir le programme gouvernemental et le plan stratégique de développement durable, le PEDS, indiquent clairement l'interdépendance des droits de l'homme, y compris le droit au développement, et des objectifs de développement durable. Selon la vision inscrite dans ces documents, le degré de développement social d'une société est indicateur clé pour évaluer de la qualité et de la démocratie de cette société. Et il n'y a pas de vraie démocratie que si le principe de justice et de l'égalité des chances est respecté. Et ce principe est recherché principalement par les biais de politiques actives de combat à la pauvreté et de réduction des inégalités via la promotion de l'accès à l'emploi décent et de l'accès aux revenus pour tous. Tout au long de son existence, Cabo Verde a cherché à mettre en place un système de sécurité sociale garantissant une protection efficace à tous les citoyens et en particulier aux personnes âgées ou malades pour la maternité en cas de vulnérabilité économique manifeste ou de handicap. Mais dans un pays comme Cabo Verde, un petit État insulaire en développement, récemment gradué de la liste des pays moins avancés et très exposé aux facteurs extérieurs, le système de sécurité sociale est constamment mis à l'épreuve. Le principal défi consiste à assurer la durabilité du système à moyen et à long terme, tout en garantissant une amélioration continue des services fournis. Ces deux objectifs sont poursuivis par les biais de l'élargissement de la couverture et de la maximisation des ressources disponibles et mobilisables à cette fin. Des réformes ont été mises en œuvre et devraient aboutir, entre autres, à la création d'un Conseil national de sécurité sociale chargé de la coordination des actions de tous les intervenants et la création d'un fonds de pension géré par un organe indépendant. Outre, étendre la couverture à toutes les catégories de la population encore non couvertes est un défi majeur en soi-même, étant donné le niveau élevé de l'économie informelle, mais des efforts considérables ont été déployés et ont abouti à des résultats très positifs qu'on a déjà mentionnés. Les autorités du Cap-Vert croient aussi sur l'interconnexion entre la croissance économique solide et inclusive permettant la création de nouveaux emplois et un système de protection sociale universelle qui fonctionne et par conséquent, elles mettent tout en œuvre pour faire avancer ensemble ces deux éléments essentiels du développement social et économique durable. Toutes les mesures visant à moderniser le système, à rationaliser les coûts, à réduire la bureaucratie et augmenter l'utilisation des technologies telles que les technologies d'information, communication, parmi d'autres, sont essentielles dans cette perspective. Et dans ce contexte, nous soulignons l'importance des partenariats au niveau national, régional et international en vue de la mobilisation des ressources, du savoir-faire, de la technologie. Les échanges d'expériences et meilleures pratiques comme ceci sont très importantes. Et nous concluons en félicitant l'OIT, la Banque mondiale et les autres partenaires stratégiques
pour cette initiative. Nous tenons à signaler aussi une heureuse initiative de plus dans l'année du centenaire de l'OIT. Cette initiative qui nous permet de quitter cette salle aujourd'hui avec d'excellentes perspectives pour intensifier le partenariat et toutes les partenaires de toutes les parties prenantes. Nous voyons la protection sociale comme un droit humain et comme un objectif à atteindre dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable. Et merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much. Je vous remercie, Madame l'ambassadeur. Merci au Cap-Vert de s'être engagé vis-à-vis de ce partenariat. J'invite maintenant Madame Nicola Wiebe, qui représente une organisation de la société civile. Pain pour le monde, représentante pour la Coalition mondiale pour les socles de protection sociale. Madame, vous êtes conseillère en protection sociale. La parole est à vous. Merci, mesdames et messieurs. Merci de nous donner la possibilité de contribuer à cette conférence. Quelques réflexions au nom de la Coalition mondiale pour les socles de protection sociale. Nous avons plus d'une centaine d'organisations de la société civile et de syndicats de tous les continents qui plaident pour la protection sociale universelle. La coalition se félicite de cet appel à l'action pour arriver à une protection sociale universelle. Plus de la moitié de la population mondiale ne peut pas vivre dans la dignité car elle n'a pas accès à cette protection sociale. Si nous voulons que la protection sociale soit universelle, il faut bien comprendre que c'est un impératif à plusieurs titres. Il faut appliquer le programme à l'horizon 2030. Il faut réduire la pauvreté, réduire les inégalités. La protection sociale est un droit humain. Ce n'est pas de la charité pour les plus pauvres. Ce que nous retirons de cette conférence, c'est que l'on s'engage à prendre des mesures pour une protection sociale universelle. Nous voulons des régimes fondés sur les droits, avec des prestations pour toutes les situations d'urgence tout au long de la vie. Il est bon de viser l'universalité, d'éviter l'exclusion et la fragmentation des programmes. Nous voulons des politiques de protection sociale qui incluent tout le monde et qui visent la solidarité ainsi que la cohésion des sociétés. Nous saluons l'engagement des parties prenantes à cette initiative. L'on voit la volonté collective, mais il faut que cette initiative prenne son essor avec la participation de tous les pays du monde. Ça ne vous surprendra pas. Nous souhaitons participer à cette initiative et nous demandons la participation de la société civile. Il faut des dialogues à tous les niveaux. La société civile et les syndicats jouent un rôle important pour les mutations et pour la protection sociale. Nous aidons les hommes, les femmes et leurs communautés à inclure les groupes les plus désavantagés. Il faut comprendre les besoins de ces groupes. Les organisations de la société civile élaborent des services de protection sociale bien concrets et montrent ce faisant qu'il est possible de ne pas exclure les plus vulnérables. Nous souhaitons donc participer à ces régimes de protection sociale. Les organisations de la société civile et les syndicats souhaitent que la couverture soit étendue et que les régimes de sécurité sociale se transforment. Il faut nous faire participer de manière efficace pour réaliser cette protection sociale universelle. C'est une question de gouvernance démocratique et cela permettra de renforcer le contrat social. Nos membres dans de nombreux pays nous disent que l'accès aux connaissances et le renforcement des capacités sont nécessaires. Nous voulons un apprentissage conjoint.
Mais nous souhaitons aussi insister sur la pérennité du financement. La protection sociale est abordable maintenant et partout. Aujourd'hui, nous avons entendu des exemples éclairants. On voit que l'on innove et que l'on a un nouvel espace pour cette protection sociale. Il faut des budgets pour ce faire, mais il faut travailler ensemble si nous voulons que ce soit une réalité pour 2030. Il faut aider les pays à protéger cet espace. Il faut éviter l'évasion fiscale et la concurrence fiscale. Il faut protéger les budgets de sécurité sociale lorsqu'il y a catastrophe, par exemple. Il faut donc prévoir quelque chose aussi lorsqu'il y a des périodes d'austérité. Il nous faut des mécanismes mondiaux de solidarité qui permettent ce soutien. 0,23% du PIB permettrait le socle de protection sociale pour la population mondiale. Le fait que l'on n'ait pas encore cette solidarité et cette redistribution, c'est déjà une violation des droits humains. Il faut donc agir. Il ne reste plus que 11 ans d'ici à 2030. Il reste beaucoup à faire. Pour résumer, nous pouvons dire que l'expérience est déjà riche, ainsi que l'expertise d'ailleurs. De bonnes idées existent déjà. Il nous faut travailler ensemble. L'élan est là. Il faut maintenant agir pour arriver à l'universalité de la protection sociale d'ici à 2030. Et il faut surtout que personne ne soit oublié, absolument personne. Thank you very much, Nick. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci d'avoir donné le point de vue de la société civile. Merci de votre engagement au sein du partenariat. Enfin, Monsieur Florian Hullen, agent principal de politique sociale et membre du comité intérim de pilotage du SP 2030. Du ministère de la Coopération économique et du développement de l'Allemagne. Merci beaucoup. Merci à la Banque mondiale, merci à l'OIT, merci à Nouche, merci Isabelle Ortiz d'avoir pris cette initiative. Merci à tous les membres du comité intérim de pilotage. Merci à vous. Pour les socles de protection sociale, Nicolas Weber, entre autres, merci à la CSI, merci à la FAO, merci à l'UNICEF. Je remercie également mon suppléant, Christina Dax, qui a beaucoup travaillé. Nous ne serions pas là sans le financement de l'Union européenne et sans le travail accompli par l'OCDE. Et un nom tout particulièrement, Tidjane, sans vous, personne ne serait là. C'est aussi simple que cela. Donc, merci beaucoup. Je suis ravie de vous voir de retour parce que je sais que vous êtes très occupés et je me demandais si vous seriez là pour les remerciements. Et je suis ravie, vous les avez entendus. Merci, merci beaucoup. On l'a dit à plusieurs reprises. On peut plaider pour la protection sociale universelle, même sur le plan économique. Maintenant, ce n'est que si vous savez que les risques sont couverts que vous ne devez pas vous prémunir contre ces risques et que par conséquent, vous pouvez investir ailleurs. Et ça ne peut fonctionner que si la protection sociale est universelle. Si chacun sait que, en cas d'imprévu, le coût sera couvert, ça change tout. Et ça, c'est un argument politique. On peut plaider pour la protection sociale universelle et non pas simplement pour la protection sociale. Et pour revenir au financement, vous l'avez dit, Monsieur Soumadi, c'est le problème. Ce segment de la classe moyenne. C'est vrai que
On parle de services pour les pauvres, mais ce sont des services qui ne sont pas extraordinaires parce que les pauvres ne revendiquent pas leurs droits, ne font pas valoir leurs droits. Maintenant, si le système vaut pour tous, ça veut dire que tout un chacun comprend pourquoi il cotise. Que ce soit par le biais de cotisation ou que ce soit par le biais du système d'imposition. Donc la protection sociale, on peut plaider pour son universalité sans même penser simplement aux plus vulnérables. On dit simplement que tout le monde est concerné. Alors, 3 pistes de réflexion pour la suite. On cible la pauvreté. Qu'est-ce que j'entends par ce ciblage de la pauvreté? Moi, j'ai lu cette publication de la Banque mondiale. Revenus, pauvreté. Nous avons 30% d'erreurs. Exclusion, inclusion. En réalité, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc là, je vous parle en toute franchise. Cibler les pauvres, ça ne veut pas dire qu'on travaille pour les pauvres. Et souvent, on les exclut en réalité. Alors que si on travaille de manière universelle, si on dit que c'est pour tout le monde, eh bien à ce moment-là, personne n'est exclu. Donc il ne s'agit pas de parler de certains groupes de personnes, mais de facteurs de déclenchement, des situations qui déclenchent une assistance. Et puis c'est aussi une question de dignité. Ensuite, on évite les obstacles. On nous dit qu'il y a beaucoup à faire, mais on nous dit aussi que parfois on recule. On n'avance pas, on recule. Avec ce partenariat, ce qu'on souhaite, c'est justement d'éviter de reculer. On veut toujours avancer. Alors, peut-être qu'on avance rapidement ou lentement, peut-être qu'on avance à grands pas ou à petits pas, mais on avance. Si on vise l'universalité, on avance. Et si on vise l'universalité, on sait que l'on est soutenu. Troisièmement, il faut simplement nous rejoindre au comité intérim de pilotage. Nous avons des sièges vides. Il y a les pays à revenus élevés, les pays à revenus intermédiaires, donc Finlande, Allemagne, et ensuite il y a les autres. Alors je vous encourage à vous porter volontaire. Veuillez nous rejoindre, veuillez rejoindre le partenariat, mais veuillez assumer cette responsabilité au sein du comité intérim de pilotage ou même par un autre biais. Des pays tels que l'Indonésie nous ont parlé. On a entendu le cas de la Namibie, mais il faut ne pas oublier que ça n'est pas parce qu'on est aux avant-postes que c'est plus simple. On a entendu le Mexique. L'important, c'est de réunir tous ceux qui font quelque chose. Et puis qui dit partenariat mondial, dit partenariat, mais de quelle sorte? Ce qui compte, c'est la gouvernance du partenariat. Nous voulons une large représentation avec un mandat fort, ancré dans le système onusien. Nous avons la Commission de développement social, mais d'autres entités onusiennes aussi.
Nous avons le G7, le G20, le G77. Ainsi, nous travaillons ensemble. Et c'est ce que nous voulions avec cette conférence. Parce que toute initiative est lancée par tel ou tel pays ou entité qui travaillent ensemble. Mais l'initiative ne perdure que si elle est légitimité. On l'a entendu, la Commission européenne l'a dit, il faut une structure de gouvernance qui soit solide. Et c'est l'objectif avec ce comité intérim de pilotage. C'est bien d'être ici, mais le partenariat mondial doit être étendu. Il faut lancer des activités, il faut militer pour la protection sociale. Et il est bon de partir d'ici, mais ensuite il faut voir vers où nous allons. Nous-mêmes avons publié un document et je vous renvoie aux 2 dernières pages de cette publication. Nous avons fait des photocopies, vous les trouvez sur la table sur ma droite. C'est simplement pour alimenter votre réflexion pour la suite des événements. Merci beaucoup Florian. Merci de votre engagement. Je ne sais pas si la salle a des remarques. Florian vous a invité à vous manifester. Marcelo Aberami Gainano. Vous vous êtes manifesté, vous souhaitez intervenir? Eh bien, je vous donne la parole et ensuite ce sera Madame. Oui, merci beaucoup. Je viens d'assumer mes fonctions. Ça remonte à vendredi dernier. Je suis secrétaire générale de cette entité pour les associations de sécurité sociale. Nous souhaitons rejoindre ce partenariat. J'en suis extrêmement fière. Nous voulons savoir comment travailler avec l'USP. Nous voulons devenir membre. USP a 3 avantages à en tirer parce que nous avons un grand réseau, plus de 300 membres. Plus de 300 membres dans 156 pays. Alors l'ISA peut collaborer avec vous par le biais de son réseau. Nous pouvons étendre votre réseau. Deuxièmement, ISA travaille à la prestation de services. Nous voulons des services qui soient efficaces. Nous voulons y travailler pour renforcer le travail de l'USP. Donc l'AISS vous propose cela et nous voulons aussi vous aider dans le renforcement des capacités, la rédaction de principes directeurs. C'est l'une de mes premières démarches en ma qualité de secrétaire général de l'AISS. Nous voulons rejoindre ce partenariat. Nous vous remercions. Merci de votre invitation, mais pas seulement. Merci de votre engagement à étendre la protection sociale partout dans le monde.
Je me présente, je suis Anouché Carvar, représentante du gouvernement français au conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail. Je voudrais profiter de cette occasion d'abord pour vous remercier pour cette journée extrêmement enrichissante que vous avez organisée et par ailleurs vous signaler que la France va présider cette année le G7 et ce G7 est placé par la France sous le signe de la réduction des inégalités. La ministre du Travail française, Muriel Pénicaud, organise une ministérielle sociale qui va traiter des sujets de travail, d'emploi et de protection sociale. Et un des 4 thèmes qui vont être abordés à ce G7 social, c'est l'accès universel aux protections sociales. Et les pays du G7 sont invités à soutenir les alliances qui sont aujourd'hui créées entre les diverses parties prenantes de la mise en place de cet accès universel, que sont les organisations internationales, les pays, les agences de développement, les partenaires sociaux, les ONG, etc. Et je m'engage aujourd'hui, à la suite de cet appel que vous avez lancé, que les 5 actions que vous avez posées sur table seraient discutées au sein de ce G7 social avec nos partenaires des autres pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you very much. Je vous remercie. D'autres engagements? Est-ce que d'autres pays souhaiteraient se manifester? Thank you very much. Je vous remercie. Le Paraguay vient de décider de rejoindre ce partenariat pour une protection sociale universelle. Merci et toutes nos félicitations pour cette réunion. South Africa. Je vous remercie. Merci d'avoir organisé cette conférence. C'était un plaisir que d'être représenté ici et que d'avoir un ministre. Nous avons, nous aussi, notre plan national de développement. Nous avons la vision 2020 et la protection sociale est l'un des résultats que nous souhaitons obtenir. Donc oui, l'Afrique du Sud vous soutient sans réserve et nous aussi, nous voulons faire partie de ce programme. C'est-à-dire que nous aussi, nous voulons la protection sociale universelle d'ici 2030. Anybody else? Qui d'autre? Eh bien, si personne ne se manifeste, je vous remercie. Je remercie tous les intervenants. Je remercie notre co-hôte, l'OIT. Merci pour cette journée très enrichissante. Merci Isabelle, merci à tous les organisateurs au nom de la Banque mondiale. Je suis enthousiaste, je suis enthousiasmée parce que je vois que les choses avancent sur cette voie de la protection sociale universelle et je suis optimiste pour ces 10 prochaines années. Isabelle, la parole est à vous. Eh bien, je vais clore cette conférence. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et pour ceux qui veulent nous rejoindre, veuillez vous lever.